Quand j'étais un enfant, je suis tombé accidentellement dans une rivière. Après ma chute, tout est devenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, 35 ans s'étaient écoulés. Je me retrouvais au milieu d'un champ de riz, dans un village rural en Chine. Je ne connaissais personne, et les habitants parlaient une langue que je ne comprenais pas. Pris de panique, je me suis évanoui. Les villageois ont contacté l'ambassade des États-Unis. En examinant mes vêtements, ils ont trouvé mon prénom, Jacob, écrit à la main sur une étiquette. Ce qui les a stupéfiés, c'est que j'ai pu écrire l'adresse exacte de ma maison d'enfance, comme si je venais juste de la quitter. On me renvoya peu après aux États-Unis, et on me conduisit devant la maison correspondant à l'adresse que j'avais donnée. Le détective Malik, chargé de l'affaire, n'en revenait pas que cette adresse soit réelle. Il a frappé à la porte. Un vieil homme d'environ 70 ans a ouvert. Malik lui a demandé s'il avait eu un fils disparu. Le vieil homme a répondu que son fils était mort il y a 35 ans. Mais quand il m'a vu, il est resté figé. Sans m'en rendre compte, je prononçai soudain une phrase étrange. Qu'est-ce qui est rouge et vert et qui va à 1 million de km/h? Le vieil homme répondit instinctivement à cette devinette. Puis, après quelques secondes, son visage se transforma. Cette devinette, seul lui et son fils la connaissaient. Mais il avait enterré son fils de ses propres mains il y a 35 ans. Le vieil homme resta là, figé, bouleversé, incapable de parler à cet instant. Sa femme apparut alors derrière lui. En me voyant, elle éclata en sanglots et me serra dans ses bras, tremblant de douleur et d'amour. Mon oncle, le shérif du village, est arrivé à son tour. Il était furieux, persuadé qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, et il a jeté mon certificat de décès devant le détective. Mais dès qu'il m'a vu, lui aussi s'est arrêté, choqué, incapable de parler. Soudain, une vague de peur m'envahit. Je commençais à convulser. On m'emmena d'urgence à l'hôpital, où je croisai un ancien camarade de classe de mon enfance. Lui était devenu adulte, alors que moi, j'étais resté exactement comme avant. Les médecins commencèrent des examens. Ils ne trouvèrent d'abord aucun pouls. Ils vérifièrent leur matériel. Posèrent à nouveau le stéthoscope sur ma poitrine. Cette fois, mes battements se sont révélés normaux. Rien n'avait de sens. Dans la confusion générale, je me suis évadé de l'hôpital. Ma famille se lança à ma recherche. Je me suis dirigé instinctivement vers la forêt. En entrant, une étrange sensation de familiarité m'a envahi. Ce moment me semblait connu, d'une façon que je n'arrivais pas vraiment à expliquer. Mon père m'a suivi. Nous avons couru longtemps, jusqu'à un arbre que je reconnaissais sans savoir pourquoi. J'ai glissé ma main dans un trou du tronc, et j'en ai sorti un petit soldat en plastique. C'était le cadeau que mon père m'avait offert pour mon anniversaire, le jour même où j'étais tombé dans la rivière. Lui, assis, resta silencieux pendant longtemps. La nouvelle s'est répandue dans tout le village. Tout le monde se souvenait de l'accident. Personne n'avait jamais douté que j'étais mort. C'est alors que le détective Malik a pris une décision radicale. Ouvrir mon cercueil. Quand ils soulevèrent enfin le couvercle, la scène qui se révéla à l'intérieur laissa tout le monde sans voix. J'ai été transporté dans cet endroit. Une foule m'a entouré comme si j'étais un morceau de viande fraîche. Je me suis retourné et j'ai couru. Mais après seulement quelques pas, je suis tombé. De hauts murs m'entouraient de tous côtés. Il n'y avait nulle part où fuir. Pire encore, je ne me souvenais même plus de qui j'étais. Le chef m'a dit que tout le monde ici avait perdu la mémoire. Nous étions comme des prisonniers, dépouillés de notre identité, expédiés ici, un par un. À partir de ce moment-là, nous avons vécu comme des sauvages dans cet enfer verrouillé. Le chef, il a été le premier à arriver. Il est coincé ici depuis 3 longues années. Il m'a beaucoup parlé de cet endroit, mais n'a jamais mentionné ce qu'il y a derrière le mur. Il disait seulement une chose, ne t'approche jamais de cette porte. Mais peu de temps après, j'ai vu 2 gars en sortir en courant. Quelqu'un à côté de moi a dit que c'était des coureurs. Seuls les coureurs avaient le droit de passer par la porte. J'ai rassemblé mon courage et je me suis avancé vers le portail. Avant que je puisse m'en approcher, quelqu'un m'a violemment poussé au sol. C'est quoi l'embrouille? Je peux savoir? Oh, t'énerve pas, calme-toi. Lâche-moi! Pourquoi vous me dites pas ce qu'il y a là-bas? Tout ce qu'on veut, c'est te protéger. Vous croyez que je vais rester enfermé On ici? peut pas te laisser partir. Pourquoi? La gigantesque porte du labyrinthe a commencé à se refermer. Derrière cette porte, il n'y avait rien d'autre que des ténèbres, comme une bouche prête à avaler quelqu'un tout entier. Personne ne savait vraiment ce que signifiait être piégé à l'intérieur. Cette nuit-là, j'ai entendu un grondement profond venant du labyrinthe. Le second m'a dit que le labyrinthe était en train de bouger. Personne n'avait jamais survécu à une nuit là-dedans, parce que la nuit, les créatures sortent. Quiconque en avait vu une était mort. Le lendemain matin, le chef m'a conduit au mur. Des noms y étaient gravés, certains barrés. Ceux-là, c'étaient ceux qui n'avaient pas survécu. J'ai moi aussi gravé mon nom sur le mur. Je suis entré dans la forêt. Soudain, quelqu'un est apparu devant moi. C'était le coureur disparu. Mais ses yeux étaient noirs, son visage était devenu livide. Il s'est jeté sur moi comme un chien enragé, ses mains serrées autour de ma gorge. Je me suis battu de toutes mes forces, et j'ai fini par le maîtriser.
J'ai titubé jusqu'au camp et tout le monde s'est précipité pour le maintenir au sol. Ils ont soulevé sa chemise. Il avait une blessure profonde, terrifiante, au ventre. Toute personne touchée par une créature perd le contrôle. Ils l'ont traîné jusqu'à la porte du labyrinthe et l'ont poussé à l'intérieur sous les yeux de tous. Ils suppliaient qu'on l'aide. Personne n'a bougé. Personne ne voulait vivre avec un monstre. Le 3e jour, le chef est entré dans le labyrinthe lui-même. Au coucher du soleil, il n'était toujours pas revenu. J'ai demandé si on devait aller les chercher. Personne n'a répondu. Ils ont seulement dit « La porte se ferme. Ils ne reviendront pas. » Mais alors je les ai vus. Ils étaient vivants. Le chef était blessé, inconscient. Son ami le traînait vers la porte. Mais personne n'osait aider. Tout le monde restait dehors, criant de panique. Et à ce moment-là, j'ai couru à l'intérieur. Je me rends au bureau pour voir mon frère. Mais en ouvrant la porte de sa chambre, je découvre les draps couverts de sang. Je me précipite sur le balcon et je vois qu'on a enlevé mon frère. Sans hésiter, je saute du haut de l'immeuble, à 500 mètres d'altitude. Quand j'atterris, les ravisseurs ont déjà pris la fuite en voiture. Mais je refuse d'abandonner. Je traverse les ruelles comme un fou pour les rattraper. Je finis par rejoindre leur véhicule. Les kidnappeurs me regardent, stupéfaits. Ils s'engouffrent aussitôt dans une ruelle étroite. Je brise leur vitre et leur bloque le passage. Puis je me jette sur leur voiture, comme un taureau enragé. Les ravisseurs tentent de faire marche arrière. Je monte sur le toit et commence à fracasser les vitres. C'est du verre blindé, mais je parviens quand même à m'accrocher sur le côté du véhicule. Je réussis enfin à ouvrir le drap. Les kidnappeurs ouvrent le feu. Une voiture qui arrive en face de moi et je perds connaissance. À ce moment-là, les ravisseurs s'apprêtent à fuir en hélicoptère. Je saisis un câble d'acier et le lance vers l'appareil. J'agrippe fermement le câble et utilise toute ma force pour empêcher le décollage. Ensuite, j'attache le câble au quai. Les criminels sortent leurs armes. Je me cache rapidement pour éviter leur fuite. Puis je saisis une barre d'acier pour contre-attaquer. À cet instant, l'hélicoptère se libère. Immédiatement, je m'accroche au câble et je suis traîné vers la mer. Après avoir dérivé sur 400 mètres, je percute une bouée. Je ne peux qu'assister, impuissant, à l'enlèvement de mon frère. Heureusement, mon ami a réussi à localiser la planque des ravisseurs.